Dit sur le Covid, sur la Covid-19, pas du tout. On continue d'en parler ce matin avec Jean Sibylia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. On va revenir Jean sur cette notion de peut-être de deuxième vague et de rechute, parce que il y a une question qui se pose. Est-ce que l'on sait si en cas de rechute, nous sommes à nouveau contagieux? Alors en cas de rechute, c'est-à-dire réactivation du virus, parce qu'il y a deux façons de rechuter, soit se réinfecter par une nouvelle souche de coronavirus, ce qui sous-entendrait que notre immunité n'ait pas été suffisante pour nous protéger. Deuxième solution, c'est la réactivation du virus qui a été décrit chez quelques patients en Asie et probablement en Europe maintenant aussi, puisqu'on a quelques malades qui conservent le virus assez longtemps. Donc dans ces cas-là, à partir du moment où on est porteur du virus, on est à nouveau contagieux. Mais ces deux situations, d'abord, elles sont très exceptionnelles si elles existent. La réinfection, à ma connaissance, n'a pas été décrite. Donc ça, c'est un premier point. Et la réactivation est extrêmement rare et personne n'a prouvé que quand on réactivait, c'est-à-dire qu'on reproduisait un peu de virus, qu'on était contagieux. Donc ça n'a pas été démontré non plus. Donc globalement, ces formes pourraient être contagieuses, mais aujourd'hui, elles ne sont pas démontrées. Donc on peut être plutôt optimiste et tranquille pour l'instant. Serein. Ouais. Et justement, en parlant de contagieux, à quel moment, parce que on ne sait pas vraiment, à quel moment est-ce qu'on est contagieux? Est-ce que c'est une fois qu'on a déclaré la maladie? Est-ce que c'est quelques jours avant et combien de jours avant? Alors ça, c'est très important parce que c'est la particularité de Covid-19 en fait. Contrairement à d'autres coronavirus, au virus de la grippe, où on est contagieux au moment où on développe les symptômes. Donc finalement, on est facile à identifier. Il suffirait de dire, si c'était le cas, que tout sujet ayant des symptômes, de la fièvre, des douleurs, etc., s'isole systématiquement. Or, malheureusement, avec le Covid-19, et c'est ce qui a fait l'épidémie, il y a deux éléments particuliers. Vous êtes contagieux 2 à 4 jours avant de développer les symptômes, les premiers symptômes, c'est-à-dire la fièvre, la toux, la douleur, etc. Voire, vous pouvez être contagieux tout en étant, on appelle ça asymptomatique, c'est-à-dire sans aucun symptôme. Donc, de fait, des sujets, voilà, on ne se détecte même pas malade. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Alors, ou avant la maladie, bon, après, on le sait évidemment, quand on développe la maladie, 2 à 4 jours après, on s'en rend compte, mais on peut parfaitement porter du virus, être contagieux, encracher dans l'environnement et ne rien ressentir. Et c'est tout le problème de Covid-19. Et c'est bien pour ça qu'on essaie de tester massivement pour détecter ces gens-là, parce que c'est ces gens-là, ces sujets asymptomatiques, qui n'y peuvent rien, les pauvres, mais qui peuvent être potentiellement, qui peuvent disséminer, parce que finalement, ils apparaissent tout à fait sains, donc on ne s'en, entre guillemets, méfie pas, et donc on peut rompre la barrière de proximité. Donc c'est vraiment, faut être attentif à tous symptômes. Là, le message pratique, c'est chacun doit être attentif à ses symptômes. Si on se sent un peu fébrile, avec des petits symptômes, attention, on peut être porteur et contagieux, et aussi se tester à ce moment-là et aller dans un centre de test, puisque c'est quand même assez facile aujourd'hui à proximité, ne pas hésiter à se tester si on ressent le moindre symptôme. Ça, c'est un message très important. Oui, mais jusqu'à quand on est contagieux en fait? À quel moment on se déclare totalement guéri? Et ça, c'est là aussi, on a des chiffres, mais c'est des fourchettes. Il n'y a pas, c'est pas un reset on-off, vous voyez. Il y a des sujets qui ne sont plus contagieux après 2 à 3 semaines, mais il y a des sujets qui restent contagieux pendant 4, 5 ou 6 semaines. Donc c'est assez difficile. La seule façon de savoir si on est contagieux serait de refaire un test à l'issue des symptômes, mais on peut considérer quand même globalement, alors c'est une règle qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui n'est qu'une règle générale, que dans les 1 à 2 semaines qui date la fin des symptômes, c'est-à-dire 1 à 2 semaines après le dernier symptôme. Vous n'avez plus de fièvre, vous n'avez plus de douleur, vous semblez guéri, vous êtes un peu fatigué peut-être. 1 à 2 semaines après l'arrêt des symptômes, en dehors de la fatigue qui peut persister, vous ne devriez plus être contagieux dans la grande majorité des cas. Mais ça veut dire aussi, là on va le traduire chaque fois en message pratique, si vous avez été réellement malade, testez, pas testez, je préfère qu'aujourd'hui vous soyez testé, je pense que c'est très important. Vous savez que vous serez contagieux encore pendant au moins 2 ou 3 semaines. Donc faites très attention pendant cette période-là, avec tous les problèmes évidemment que ça peut poser en intrafamilial, dans votre famille, du risque de contagion intrafamiliale. Il faut être très vigilant à ce moment-là, peut-être s'isoler, c'est une solution. Au bureau surtout. Et au travail. Et dans ces cas-là, je pense que il faut s'isoler au sens vraiment s'isoler, se protéger les autres. Il n'est pas question d'aller bosser, sauf cas très particuliers. Mais il faut vraiment le discuter. Mais normalement, vous restez isolé, protégé des autres pour essayer de ne pas les contaminer. Donc ça, c'est très important. Toute la rupture de la contamination va se faire sur ces règles-là.
Se tester rapidement, s'isoler, protéger les autres, dès qu'on ressent le moindre symptôme qui pourrait traduire le fait qu'une infection débute. Il faut être très 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 vigilant. C'est comme la mèche que vous allumez. Il ne faut plus réallumer la mèche. Si on ne réallume pas la mèche, d'autres ont réussi. Il y a d'autres pays, plein de pays qui l'ont réussi. Il faut rappeler quand même qu'il y a des pays qui ont évité la première vague. Enfin, moi, je trouve ça plutôt optimiste, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, mais il y a des pays qui n'ont pas vu la première vague. Je pense à des pays comme la Slovaquie, moins de 100 morts. Les pays d'Europe de l'Est, des pays comme la Roumanie, comme la Grèce, comme la Slovaquie, beaucoup de pays comme l'Autriche, en fait, ont mis en place des mesures barrières avec une part de confinement, pas forcément du confinement total, une part de confinement, et ils n'ont pas subi la première vague. Donc pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de ne pas subir la deuxième? Je pense que c'est plutôt une lueur d'espoir, mais rigueur dans tout ce qu'on vient de dire, rigueur dans les mesures barrières. Oui, absolument. Et on passe au standard avec Delphine qui nous appelle de Bordeaux au 0826 300 300. Bonjour Delphine, bienvenue. Bonjour. Bonjour, Jean-Sibylia vous écoute. Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai une question particulière à vous poser sur le décompte des décès. Mais pour vous faire un petit peu le topo de ma situation, moi j'ai commencé à m'informer sur le coronavirus dès début janvier, en fait. J'ai fait une veille dès le matin de tout ce qui tombait sur Internet que je pouvais lire, et le soir pareil, parce que j'avais un restaurant que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui arrivait d'Asie, qu'on n'en parlait pas du tout. Le 23 janvier, j'avais des masques FFP2, que j'avais fait l'analyse que ça allait arriver et que j'avais bien compris que les masques FFP2 protégeaient et le porteur et le malade. Et quand je voyais le décalage entre ce qu'on nous racontait à la télé et ce que j'avais compris et analysé d'après les données simples, qu'on pouvait trouver partout, je me rendais bien compte qu'on ne pouvait pas confier la gestion de ce problème à nos gouvernants. Donc j'ai toujours avancé comme ça, en faisant ma propre analyse et l'analyse des données que j'avais à ma disposition, tellement bien que j'étais confinée le 4 mars. Voilà. Ah oui. Oui, le 4 mars j'étais confinée, j'avais mis en œuvre ce qu'il fallait pour pouvoir tenir quelque temps sans me déplacer, etc., etc. Donc c'est ma manière de faire, d'anticiper les choses, d'agir de manière responsable, en n'écoutant pas quand les choses quand vous dites j'ai été confinée, ça veut dire que vous avez fermé votre restaurant le 4 mars? Ah oui, j'ai fermé le 29 février. Ah oui, d'accord. J'ai fermé le restaurant le 29 février et je me suis confinée à partir du 4 mars. Voilà. Et votre question ce matin, Delphine? Et alors ma question, la question qui me s'est posée à moi dès le début, pour laquelle j'ai pas eu de réponse assez rassurante, et moi qui peut me servir dans l'avenir à préparer le déconfinement, parce que c'est pas parce que le gouvernement me dit de me déconfiner que je vais être déconfinée. J'attends d'avoir des indices clairs. C'est par rapport donc au décompte des décès du Covid, mais aussi, enfin de la Covid, mais aussi de la grippe saisonnière. Parce que je crois que par rapport à ça, il y a un problème sur la grippe saisonnière. Et je m'en suis rendu compte dès le début. Parce que l'argument, c'était donc de dire au début, il y a 10 000 morts par an pour la grippe saisonnière, vous inquiétez pas, il y a 10 000 morts par an, on n'en fait pas cas. Et ce chiffre-là, ça me paraissait bien exagéré. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout un décompte du nombre des morts, mais que c'était un calcul statistique. Avec une extrapolation sur l'année. Et ça change vraiment tout. Donc je voulais savoir si le docteur Sibylia pouvait refaire le point sur cette manière dont les grippes saisonnières sont calculées, pour que tout le monde comprenne bien. Et par rapport, et qu'on voit par rapport à la Covid-19 ce que ça nous apprend. Et comment il faut qu'on se positionne par rapport à cette épidémie. Alors, Jean, parce qu'il nous reste très peu de temps. Je suis désolé, on a aussi beaucoup de questions, donc je vais juste vous répondre. D'abord vous dire que vous avez une intuition, c'est très bien, mais que souvent il faut écouter aussi les recommandations collectives, parce que c'est des informations croisées de multiples sources, mais vous avez beaucoup d'intuition et vous avez raison certainement. Deuxième point, c'est votre question, le calcul de la mortalité. Vous avez tout à fait raison, c'est absolument juste. C'est un calcul, ça n'est pas une mesure. Donc c'est très important, c'est une spéculation dans un premier temps. Donc on fait une première spéculation du nombre de morts attendus mensuellement ou annuellement liés à la grippe saisonnière ou liés à d'autres éléments comme la pandémie Covid. Et c'est que dans un deuxième temps qu'on aura le décompte réel de la mortalité. C'est ce qu'on a expliqué à plusieurs reprises. Quand on verra réellement en fait la surmortalité par les registres de morts, etc., parce qu'on a des indicateurs de mesure exacts, mais ça ne viendra que dans quelques mois. Et là, on pourra
faire le décompte exact de la mortalité malheureuse du Covid. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, ça a déjà été écrit par plusieurs, dans plusieurs revues scientifiques, très largement, c'est une mortalité qui est, selon les tranches d'âge, au moins 4 fois à 5 fois supérieure à celle de la grippe saisonnière. Alors, et la grippe pouvant elle-même varier, parce que vous savez qu'il y a des grippes saisonnières très toxiques et mortelles, et d'autres qui le sont beaucoup, beaucoup moins, comme les 2 dernières années. Mais clairement, on est sur une mortalité très supérieure à globalement 4 fois à peu près. Après, la fourchette peut être discutée, mais 4 fois supérieure. Mais tout dépend de la tranche d'âge aussi. Si vous regardez mon dernier commentaire, de façon très précise dans les tranches d'âge, vous verrez que c'est très différent de la grippe saisonnière, notamment sur les tranches d'âge très jeunes. Covid-19 n'entraîne quasiment aucune mortalité. Même dans la tranche d'âge, j'allais dire, la plus proche du passage à l'âge un peu plus âgé, en la tranche 50-59, avant 60 ans, c'est 0,2% de mortalité. 0,2, vous voyez. C'est après que ça explose, malheureusement. Oui. La mortalité est très forte sur les populations plus âgées et sur les populations déjà malades. C'est vraiment la différence, elle se fait là-dessus. Voyez, ça c'est important de comprendre. On n'a pas le temps de tout détailler, mais c'est une épidémiologie de mortalité très particulière. Merci beaucoup Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, de répondre tous les matins aux questions de nos auditeurs. Merci beaucoup Delphine de Bordeaux, et puis bon courage pour ce déconfinement. Et nous on revient dans un instant avec la suite du Grand Matin Sud Radio. Il est 8h50.